Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24, le sommaire. Sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale, c'est l'objectif de la Journée mondiale de la santé mentale. L'événement est célébré le 10 octobre de chaque année. Elle reste encore appliquée dans de nombreux pays sur tous les continents. La peine de mort est toujours d'actualité. L'opinion publique est invitée à contribuer à son abolition au plan international. Comment le Bénin se prépare-t-il pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques? La question était au cœur d'une formation à l'endroit des services de l'Agence nationale de la protection civile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les troubles mentaux touchent près de 12% de la population mondiale. Le 10 octobre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale renvoie au bien-être psychique de toute personne. Quels sont les facteurs de risque des troubles mentaux et comment les prévenir? Reportage Marianne Bossemende. Tout être bien portant est un malade qui s'ignore, a dit Jules Romain. Si certaines maladies présentent des signes physiques, la maladie mentale n'en a pas. Un malade ne peut se distinguer d'un sujet sain à vue d'œil. Un sujet en bonne santé mentale, ça va être un sujet qui a toutes les dispositions psychiques qui lui permettent de fonctionner normalement dans la société, arriver au plein potentiel de lui-même, travailler avec succès, faire face avec souplesse aux difficultés normales de la vie parce que ça ne manquera pas et contribuer à sa communauté. Mais la santé mentale va au-delà de l'absence de maladie touchant au volet psychosomatique de l'individu. Certains facteurs de risque très familiers sont à prendre en compte pour préserver un état mental sain. La bonne santé mentale inclut que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans vos relations. Ça commence par le couple parental, ça commence par les frères et sœurs, ça va commencer par l'ambiance dans laquelle on a grandi, l'éducation et les difficultés de la vie. L'éducation qui a été peut-être trop permissive ou trop rigide, toutes ces choses vont agir. Si les maladies mentales, les affections psychosomatiques de l'individu se manifestent à l'âge adulte, la plupart des maladies et troubles mentaux commencent dès l'enfance ou à l'adolescence. La santé mentale des enfants doit donc avoir une grande importance pour les parents à qui incombe cette responsabilité. L'enfant qui vole, l'enfant qui ment, l'enfant qui fugue, l'enfant qui commence à s'habiller un peu bizarrement à la maison, au lieu de penser qu'il est devenu un délinquant et le frapper, mieux vaut s'intéresser à lui, l'appeler, échanger avec lui, le mettre en confiance, le rassurer beaucoup plus. Même si elle laisse des traces dans l'organisme, la maladie mentale peut être guérie. La prévention étant meilleure, de petits gestes peuvent contribuer à éviter la survenue d'un dysfonctionnement mental. La meilleure des choses, c'est parvenir à dialoguer, parvenir à échanger. Et pour échanger avec quelqu'un, pour l'amener à vous comprendre, il faut comprendre d'abord la personne. Nous devons tous prendre la peine de temps en temps de nous calmer, de toujours nous poser la question de que suis-je en train de faire? Est-ce que c'est vraiment conforme aux résultats que j'attends? Ce 10 octobre, c'est également la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. La peine de mort toujours en vigueur dans bon nombre de pays, notamment asiatiques, nonobstant l'effet très peu dissuasif de cette sentence sur les comportements des individus. Fidèle Kikan, directeur exécutif de Amnesty International Bénin, revient ici sur le sens de cette commémoration et sur les moyens dont dispose cette ONG internationale pour élargir en direction des États asiatiques le rang des pays abolitionnistes de la peine de mort. C'est au micro de Clotaire Aweko. C'est clair que dans la justice moderne, les pays sont en train de se rendre compte depuis la déclaration universelle des droits de l'homme notamment, de se rendre compte que le droit à la vie doit être protégé, y compris par l'État qui détient la puissance publique.
Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que nous voyons cette marche-là vers une abolition totale et planétaire de la peine de mort. Mais nous en sommes encore légèrement plus loin parce que aujourd'hui, on n'a que 142 pays qui sont abolitionnistes, dont 106 abolitionnistes pour tous les crimes. Donc nous avons encore un peu moins de la moitié de la planète à convaincre pour entrer dans la mouvance des pays abolitionnistes, des pays respectueux du droit à la vie. Est-ce que cette peine-là est encore dissuasive? Beaucoup d'exemples le prouvent. Déjà, les pays qui continuent à être non abolitionnistes, rétentionnistes donc, soit pour les faits de trafic de stupéfiants, soit pour les faits de crimes ou de terrorisme, il n'est pas démontré que ce soit justement cette peine de mort qui réduise ces facteurs-là dans ces pays. Les pays asiatiques, notamment, seront toujours de plus en plus confrontés aux questions de trafic de stupéfiants. Vous aurez toujours les questions de terrorisme qui vont grandir dans ces pays et de toute façon, qui ne vont pas reculer du fait de ce qu'on assassine, l'État assassine finalement les personnes qui sont auteurs. Dans notre pays, on a exhibé ici pendant longtemps les corps des personnes fusillées. Ça n'a pas dissuadé. En Europe, aux premières heures, on a exhibé des corps, on a théâtralisé la guillotine. Ça n'a pas réduit le crime. Donc, en définitive, le recours à la peine de mort est contre-productif si nous voulons aller vers une certaine moralisation de la vie et un assainissement, une véritable lutte contre le crime. En revanche, l'État respectueux du droit à la vie, une justice équitable et des politiques publiques pourvoyeuses du droit, de la jouissance du droit aux droits économiques, sociaux et culturels semblent être des réponses les plus pertinentes pour lutter véritablement contre la criminalité. À la faveur de cette 16e journée mondiale contre la peine de mort, Amnesty International, qui est membre de la coalition mondiale contre la peine de mort, travaille sur la thématique mondiale, c'est-à-dire les conditions de détention des personnes condamnées à mort. Mais au Bénin spécifiquement, comme vous le savez, nous avons la joie depuis février 2018 d'avoir complètement aboli la peine de mort par la commutation de la peine des 14 condamnés à mort. Mais nous avons encore une épine dans nos pieds. C'est la question de la vindicte populaire. Autre élément dans ce journal, le Bénin est résolument engagé dans la lutte contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et face aux conséquences qui peuvent être engendrées sur la population en cas de survenue. Les services de l'Agence nationale de la protection civile et les services d'urgence préparent les réponses opérationnelles. Les détails avec Simon Villon et Ulvaeus Balogun. Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques NRBC constituent aujourd'hui une menace élevée pour la population. Ils résultent principalement de l'emploi d'armes toxiques, d'accidents industriels, de catastrophes naturelles ou environnementales ou de pandémies virales naturelles. Face à cette réalité, le Bénin réagit aussi bien sur le volet réglementaire que sur le volet opérationnel. Par la loi 2017-29 du 15 mars 2018, le Bénin a décidé donc de renforcer le cadre juridique de protection en matière donc de sécurité nucléaire, en matière donc de sûreté radiologique. Nous sommes dans une époque nouvelle où c'est la prévention qui prime sur la réponse. Nous n'allons pas attendre que ces risques se produisent avant de réagir. Les risques, ils sont là. Nous les connaissons mal. En fait, c'est un genre de risque que je pourrais qualifier d'invisible, qu'on ne voit pas. Ces risques-là ne sont pas comme des risques d'inondation où l'on voit qu'il y a de l'eau et que tout le monde est dans l'eau, ou des risques d'incendie où on voit le feu. C'est des risques invisibles mais qui font mal, qui sont très sévères. Pour y faire face, il est important d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant l'identification des risques pour anticiper et faire face à des situations de menace. Dès lors que le cadre juridique est renforcé, nous devons, en tant qu'organe chargé de la coordination de la gestion des crises et catastrophes, nous devons penser à renforcer le cadre opérationnel. Il y a la Croix-Rouge, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère du cadre de vie, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup d'autres acteurs civils que nous avons invités pour
essayer de leur faire comprendre ce que c'est que le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Parler donc des risques NRBC, c'est refuser toute peur irrationnelle en mettant un nom sur chacun des dangers, en les identifiant avec précision, en évaluant leur probabilité de survenue et en apprenant à s'en protéger. La probabilité que ces risques proviennent est faible, mais les conséquences sont dramatiques quand ils surviennent. Donc se préparer à ces risques, elle est primordiale et indispensable. Parce que quand le risque arrive, on ne peut rien faire. Si on ne le connaît pas, on ne peut rien faire. Il faut toujours connaître le risque, bien le connaître pour pouvoir le circonscrire. On va donner la base pour qu'il y ait d'autres formations plus évoluées que celle-là, mais au moins c'est de sensibiliser surtout les formateurs pour eux-mêmes pouvoir donner l'information aux agents ou d'autres officiers. À l'heure de la mondialisation, le risque NRBC revêt des formes variées et peut frapper sans prévenir. D'où l'importance de former, de sensibiliser et de se préparer afin de réagir de la meilleure façon. L'Afrique demeure le meilleur partenaire commercial de l'UEMOA au terme du deuxième trimestre de l'année 2018, même s'il affiche en baisse de 8% comparé à celui de la même période en 2017. L'excédent du solde des échanges de l'Union avec ses principaux partenaires africains s'est chiffré à 365,3 milliards de francs CFA. Le déficit le plus important de l'UEMOA est enregistré avec la Chine. Ce partenaire de l'Afrique reçoit moins de 2% des exportations ouest-africaines et pourtant, il est fournisseur de 15% de ce que consomme la sous-région. D'un point de vue global, le déficit commercial de l'UEMOA s'est creusé au cours du deuxième trimestre 2018 pour atteindre 421 milliards de francs CFA contre 286,1 milliards pour la même période en 2017. Le prix Nobel d'économie 2018 attribué à deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer. Ils sont distingués pour avoir modélisé l'effet de l'activité économique sur le climat. Selon le comité du Nobel, les modèles créés par Nordhaus et Romer ont contribué au développement de la croissance économique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ces travaux servent de repère à prédire ou à quantifier les conséquences des politiques climatiques, par exemple la taxe carbone. L'annonce de ce Nobel coïncide avec la publication d'un rapport alarmiste des experts climat de l'ONU qui met en garde contre les effets dévastateurs d'un emballement au-delà de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Le prix Nobel d'économie célèbre cette année son 50e anniversaire. Il est la récompense la plus prestigieuse pour un économiste. Et c'est la fin de ce journal. Rendez-vous à 19h45 pour une autre session d'information.